Et on va surtout parler de la Chita du Baal Shem Tov quant à la providence divine. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir ce qu'il y a de nouveau dans cette approche du Baal Shem Tov. Parce qu'en général, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que la Shgacha Pratit, il nous dira c'est le fait que tout est complètement contrôlé par Akadosh Baruch Hu, y compris la façon dont une feuille va tomber de l'arbre. Et tout le monde connaît la chanson d'Avraham Fried, et donc c'est assez connu. C'est vrai. Mais on oublie que tout ça, ça fait partie des théories du Baal Shem Tov, et qu'en réalité, historiquement, la Shgacha Pratit, ça ne commence pas avec le Baal Shem Tov, mais pour arriver aux conclusions auxquelles on est arrivé aujourd'hui, et il a fallu beaucoup de temps. Et c'est important de savoir ce qu'on prenait comme Shgacha Pratit il y a 800 ans à l'époque du Rambam. Alors pour revenir en arrière, et peut-être la première source, comme ça je vais vous donner les sources, mais il n'y a rien d'écrit devant vous. Sachez, comme ça, si vous voulez regarder, dans le guide des égarés, dans la troisième partie, chapitres 17 et 18, le Rambam, Maïmonide, il parle de la Shgacha Pratit. Donc de la providence divine, de la surveillance d'Akadosh Baruch Hu, de tout ce qui se passe et de son intervention. On va à un moment peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer le fait que la Shgacha Pratit, ça ne va même pas contredire évidemment le libre arbitre, parce que les gens se trompent souvent. Mais fermons cette parenthèse. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Et c'est intéressant parce que le Rambam, ce qu'il nous dit, aujourd'hui, si on le publiait, en tout cas tel qu'on le comprend dans une première lecture, les gens diraient mais c'est de l'hérésie. C'est pas possible que le Rambam ait dit un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Alors, là-bas, dans le guide des égarés, troisième partie du guide des égarés, chapitres 17 et 18, le Rambam nous dit la chose suivante. Alors, je dis directement en français. Il nous dit, la Hashgacha Elokit, la providence divine, elle est uniquement sur l'homme. Elle n'est en aucun cas sur les animaux et encore moins sur les végétaux ni sur les minéraux, sur lesquels il y a une Hashgacha Minit, l'opratit, sur lesquels il y a une surveillance de l'espèce. C'est-à-dire que si, on va revenir à la fin du cours sur ce que dit le Rambam, mais en tout cas tel que le Rambam a été compris pendant des centaines d'années, ce qu'il nous dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille les espèces, et il y a, je ne sais pas combien, 530 milliards de sardines, et il veut qu'à la fin de l'année, il y en ait encore 1 milliard, il y en aura 531, et il y en a un et demi qui va naître et un demi qui va mourir. Mais quelle est la sardine qui va mourir et laquelle va rester? Alors là, ça n'a rien à voir avec l'intervention divine. C'est comme ça, en tout cas, qu'on comprend le Rambam. Quand il nous parle de Hashgacha Klalit Velo Pratit en ce qui concerne les animaux, les végétaux et les minéraux. Et continue le Rambam, il dit, et même en ce qui concerne la Hashgacha Pratit sur l'homme, même en ce qui concerne la providence divine sur l'homme, il ne s'agit pas de tous les hommes. Il ne s'agit, alors là, il ne fait pas de distinction maintenant, le Rambam, entre juifs ou pas juifs, mais plutôt dans une proximité de l'homme à Kadosh Baruch Hu. Alors il nous dit, ceux qui se révoltent contre Kadosh Baruch Hu, eux, ils ne sont absolument pas intéressants. Nimshal Kebehemot Nidmu, ils sont considérés comme des animaux, et donc eux aussi, au Pakistan, il y a 150 000 morts dans un tremblement de terre, mais on s'en moque complètement de qui il s'agit. Ça peut être celui-ci ou celui-là. C'est pas géré. Il fait en sorte qu'il y en ait 150 000, mais lesquels on s'en moque. C'est comme ça qu'on comprend, en tout cas, le Rambam. Top. Alors, c'est vrai que c'est original parce que quand on dit ça, mais les gens disent mais c'est pas possible. On sait bien que même un petit ver de terre et ok, c'est très bien. Ça, c'est un des sujets, celui de la Hashgacha Pratit, qui montre que le défi qui a été relevé par le Baal Shem Tov est de faire en sorte que sa Torah soit diffusée sur toute la planète, on y est vraiment. Parce qu'il n'y a pas une personne au monde qui vous dira, qui aujourd'hui enseignera la Hashgacha Pratit comme elle est enseignée par le Rambam. D'ailleurs, Stam, dans cette parenthèse, vous savez, c'est vrai que quand on lit cette lettre que le Baal Shem Tov a écrite à son beau-frère, dans laquelle il dit qu'une fois, Rosh Hashanah, il a eu ce qu'on appelle une Aliyat Neshama, il est monté dans les mondes spirituels, et puis de palais en palais, il montait jusqu'à ce qu'on accepte qu'il rentre dans le palais du Mashiach, et il a dit au Mashiach, quand est-ce que tu viens? Et le Mashiach lui a dit, lorsque toutes tes sources seront répandues, Chutza, à l'extérieur, c'est-à-dire vraiment partout, même loin de tout endroit où il y a de la Torah. Pour nous aujourd'hui, ok, c'est sympathique.
le Baal Shem Tov a dit ça. Il faut comprendre que le Baal Shem Tov, quand il a dit ça, ouais, le Baal Shem Tov, évidemment, c'est un tzaddik gamour, etc. Mais au niveau de, ça s'appelle la Yertzanut en ivrite. C'est au niveau de la façon dont il était vendu aujourd'hui. Vous savez, vous pouvez être un Maharetz gamour. Ouais, Facebook, machin et tout, on envoie des photos, des trucs. Il y a un cours de Zoom de Shaul Silam. Et puis le type, ok, il y a des gens qui vont écouter son cours. Dans le temps, il était à Mejibosh de Baal Shem Tov, tzaddik de la génération, mais il n'était pas tellement connu en dehors de l'Ukraine. Et avoir eu ouais, ce courage à l'époque, alors qu'il était que peu connu, de reconnaître dans cette lettre Neshama, on lui avait dit que la Géoula viendrait lorsque ces sources elles seraient publiées sur toute la planète. Ken, quelque part, c'est très très fort quand même. C'est très fort et on voit que bon, bah, ça marchait. Ouais. Bah, le Baal Shem Tov, c'est vrai, ces sources sont publiées. Et je pense que ce sujet, celui qu'on est en train d'aborder là maintenant, c'en est vraiment la preuve. Toujours est-il, je ferme cette parenthèse. Donc le Rambam, pour lui, qu'est-ce que c'est que cette providence divine, cette surveillance d'Akadosh Baruch Hu de tout ce qui se passe et qui sous-entend aussi une intervention d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, mais on va en parler un peu plus tard. Et ben, c'est uniquement pour les hommes et encore les hommes qui sont bien spéciaux, VIP, et qui sont vraiment proches de Kadosh Baruch Hu. Alors eux, ils ont droit vraiment à une surveillance dans tous les détails. Mais les autres hommes et puis les animaux et a fortiori les végétaux et les minéraux, Birtal, il n'en est pas question. Kadosh Baruch Hu a d'autres chats à fouetter. Ça, c'est ouais, plus ou moins la vie de Rambam. Ils sont passés quelques 200 ans. Et puis, le Sefer HaChinour, il écrit la chose suivante. Le Sefer HaChinour, donc, ouais, c'est un livre, le livre de l'éducation, dans lequel l'auteur va détailler les 613 mitzvot. Et maintenant, il y a des différends entre tous les grands rishonim qui l'ont précédé et sur comment compter exactement les mitzvot. Bon, il rapporte comme ça des différents avis. Toujours est-il, quand il arrive à la mitzvah, donc dans son livre 169, et il parle tout d'un coup de la Hashgacha pratit en faisant une direction d'un autre sujet. Il dit comme ça, il y a deux types de personnes par rapport à la Hashgacha pratit. Il y a les gens qui sont un peu simplistes, un peu simplés, un peu niais, et qui pensent que même la façon dont une feuille va tomber de l'arbre, eh ben ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider exactement de la façon dont elle va tomber. Il dit ça, c'est assez loin de l'intellect, de penser un truc comme ça. Alors c'est intéressant parce que cette histoire de la feuille qui tombe, c'est vrai que même le Rambam, il en parle. Ouais. Mais je veux dire, on connaît ça hein, du Baal Shem Tov. Donc il s'agit ici de quelques centaines d'années avant le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est né en 1698, le Rambam, c'est le XIIe siècle. Donc, ouais. Et il y a 500 ans comme ça d'écart. Alors pour le Baal Shem Tov, l'histoire de la feuille qui va tomber, c'est la Hashgacha pratit. Mais en tout cas, pour le Rambam et pour le Sefer HaChinour, c'est vraiment quelque chose qui est tourné en dérision que croire qu'une feuille va tomber de façon tout à fait calculée et dirigée par Akadosh Baruch Hu. Donc nous dit comme ça le Sefer HaChinour, cette catégorie de personnes qui pensent que Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de ces choses-là, ouais, ben, ils sont un petit peu niais. Et il parle d'une autre extrême maintenant. Alors des gens qui sont, il appelle ça les Kitot Ra'ot maintenant, ceux qui ne croient pas en la Hashgacha pratit, ouais, ceux qui ne croient pas. Alors évidemment, on connaît ça. Ouais. Et tous ceux qui ont fait le bac de français, alors ils ont appris le déisme de Voltaire avec quelque chose qu'on retrouve bien avant chez Yecheskel, qui parle de Kofrim, qui disent Azav Elokim et Haaretz. Alors je ne parle pas de ceux qui ne croient pas en Kadosh Baruch Hu, qui ne croient pas en la création. Même parmi ceux qui croient en la création, alors il y avait une croyance comme ça chez les Goïms, que, ok, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais on est tellement petit que, bon, ben, Azav Elokim et Haaretz, ouais, il est parti, il nous a laissé comme ça à la dérive. Ouais. Alors, dit le Sefer HaChinour, évidemment, ceux qui ont cet avis-là, et ça, c'est un avis de Rechaim, et c'est complètement faux. Alors, quel est le bon avis? Ben, le bon avis, c'est celui sur lequel, là, je répète, il reprend l'avis du Rambam finalement, mais il est rentré un petit peu plus dans les détails, il a fait de l'ordre, plus à droite, non, plus à gauche, non. Et il reste donc l'Hashgacha pratit pour les personnes vraiment proches d'Akadosh Baruch Hu, mais les autres et les animaux, il y a uniquement la Hashgacha, Kol Mine Ba'alei Bichlal, la Hashgacha Klalit sur l'espèce. Ok, c'est la même idée. Quelques centaines d'années passent encore, et puis un élève du Rav Moshe Cordovero. Donc, le Rav Moshe Cordovero, c'est
16e siècle, 1500 et quelques, et son élève aussi, comme ça, à la fin du 16e siècle, le Shomer Monim Akadmon, le Rav Irgas. D'ailleurs, c'est un des livres, vous savez que quand il y a eu Shabtai Tzvi, alors les Chachamim de Brody en Ukraine se sont réunis et ils ont fait une takana qui a été acceptée par pas mal de décisionnaires après, d'interdire l'étude de la Kabbalah à moins de 40 ans, sauf l'étude du Zohar, des écrits du Harizal, et il y a ce livre-là, le Shomer Emonim Akadmon, qui a été fait partie des livres qu'on pouvait aussi étudier. Donc c'est un livre comme ça, d'un élève du Rav Moshe Cordovero, un livre de Kabbalah, mais vraiment mis à la portée, écrit comme ça sous forme de discussion, un peu comme certains livres du Ramchal. Et là-bas, il reprend aussi la même idée que celle du Rambam et du Sefer HaChinuch, mais il rajoute un élément qui est important. Parce que si je me dis 2 minutes, alors ok, il n'y a pas de Hashgacha Pratit sur les animaux, reprenons en tout cas l'avis du Rambam. Mais moi, si j'ai un troupeau avec 1000 vaches et que bon, bah, il n'y a aucune Hashgacha Pratit, et sur les 500 000 vaches que il veut faire mourir maintenant, bah, il y a aussi les 1000 miennes. Ouais. Bah, ça sera dur si ce n'est pas quelque chose qui est dirigé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est comme ça bingo. Ouais. Alors, il met bien de l'ordre là-dedans, le Shomer Akadmon, pour l'avis du Rambam. Et il dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de Hashgacha Pratit, il n'y a pas de providence divine, de surveillance de tous les détails pour ce qui concerne les hommes qui sont loin de Kadosh Baruch Hu et a fortiori les animaux, etc. En ce qui concerne les animaux, les végétaux et même les minéraux, cyniquement, nous dit le Shomer Amonim Akadmon, encore une fois pour la vue du Rambam, les animaux, les végétaux, les minéraux, et qui n'appartiennent à personne, qui sont FKR. Par contre, s'il s'agit de mes animaux, alors il ne s'agit pas uniquement de naître et de mourir, voilà, je pratique. C'est aussi, il nous dit, est-ce que ma vache va s'engraisser ou bien elle va rester maigre, et toutes ces choses-là, est-ce que mon vase, il va se casser ou pas, hein? Une petite sévère cadeau, c'est la dame, comme ça il dit. Et ces choses-là, évidemment, ça fait partie de la pratique sur l'homme. Hein? Alors on est rassuré, ok. Et quand on est assez proche d'Akadosh Baruch Hu pour, en tout cas maintenant je reprends la chita du Rambam telle qu'on la comprend dans un premier temps, on comprend quand même qu'elle a la pratique sur l'homme qui est proche d'Hachem, ok. Et cet homme qui est proche d'Hachem, malgré tout, sa pratique évidemment, ce n'est pas uniquement sur son corps, mais ça sera aussi sur ses animaux, ses végétaux, tous ses biens finalement, parce que les toucher, c'est toucher finalement à l'homme. Donc, bon, c'est assez clair. Là, on n'a pas parlé d'une autre chita, ouais. On a parlé du Rambam, du Sefer HaChinuch, du Shomer Monim Akadmon, c'est la chita du Rambam, ouais. Mais développée et puis présentée de façon plus détaillée, parce que sinon on aurait eu des problèmes si on n'avait pas précisé qu'il y a la pratique aussi sur nos biens. Ok, super. Seulement là va intervenir maintenant la chita du Baal Shem Tov. Alors la chita qu'on connaît bien, qui est rapportée dans le livre Keter Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui-même, il n'a pas écrit de livre. On a plusieurs livres du Baal Shem Tov. Ouais, on a le Baal Shem Tov à la Torah en 2 volumes, on a le Keter Shem Tov, on a Tzavat Rivash. Mais tous ces livres, c'est des recueils de Torot, de livres qui ont été écrits. C'est même pas un élève qui a repris ça, de livres qui ont été écrits par des élèves du Baal Shem Tov. Des élèves ou des élèves d'élèves du Baal Shem Tov. Alors dans le livre Keter Shem Tov, comme ça, dans les Osafot, c'est-à-dire dans le supplément à la fin, c'est facile à retenir, c'est le supplément 119, comme le Teilim Kufyu Tet, le plus long. Nous dit là-bas le Baal Shem Tov, alors quelque chose de complètement différent de ce qu'on vient de voir au nom du Rambam. Il faudra comprendre comment le Baal Shem Tov il peut se permettre de contredire tellement le Rambam. Alors, comme ça. Ce que nous dit là-bas le Baal Shem Tov, c'est la chose suivante. Je vais peut-être lire un peu en hébreu et puis traduire. לא זו בלבד, דכל פרטי צנועות הנבראים למיניהם, היא בהשגחה פרטית מהבורא יתברך. Non seulement tous les détails des mouvements de toutes les créatures, alors c'est complètement géré par Akadosh Baruch Hu. Et là peut-être c'est le moment d'ouvrir la parenthèse. Et quand on nous dit que tout est complètement géré par Akadosh Baruch Hu, alors pour l'homme je ne comprends pas, alors je n'ai pas de libre arbitre, les gens ne posent souvent la question, non mais ça ne contredit en rien. On n'a pas dit maintenant que c'était ce qu'on appelle chez les Arabes maktoub, quelque chose qui est rapporté comme aussi un avis dans le certain Sanhedrin est complètement repoussé, que tout est complètement
Et on ne parle pas de déterminisme ici. Hein. Mais dans l'Ashgacha Pratit, on parle du fait que le Baruch Hu, il surveille. Il surveille, il intervient. Mais c'est comme quand on joue aux échecs. Je veux dire, celui qui va jouer, il va prendre en compte ce qu'on a fait. Donc ici, quand je parle de l'Ashgacha Pratit et du fait que le Baruch Hu, il intervient dans tout, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va m'imposer une vie, mais en fonction de ce que je fais, lui aussi, il va faire. Il intervient. OK? Alors, nous dit le Baal Shem Tov, non seulement Kadosh Baruch Hu, il surveille tout, il intervient dans tout, et donc tout est calculé, rien n'est donné au hasard. Hein, non seulement ça. Et là, des autres autres, plus que ça, des tnoua pratiques, des nivra pratiques, yachas klali le klalut kavanat abriya. Il dit non seulement ça, mais en plus tout est complètement en rapport avec tout. C'est-à-dire que non seulement, alors il va rentrer dans, avant peut-être de traduire cette phrase, je vais rentrer directement dans l'exemple qu'il va prendre, ce sera beaucoup plus explicite. Ouais. Il prend l'exemple d'une brindille d'herbe qui est dans une forêt bien profonde. Pourquoi il nous parle de ça? Parce qu'il nous parle d'un endroit où personne n'est jamais arrivé. Donc ça n'a aucune implication sur personne. Hein, pour bien montrer que sa chita est différente de ce qu'on comprend du Rambam. Après, on va voir qu'ils ne se contredisent pas, mais c'est encore un point. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comme ça. Il nous dit, prenons un exemple. Le mouvement d'une petite brindille d'herbe qui est en train de pousser au fin fond d'une forêt. Ou bien sur l'une des montagnes les plus hautes. Ou bien dans des plaines, mais tellement loin de toute population que finalement, c'est des choses pour lesquelles on peut être sûr que personne n'y est jamais arrivé. Alors non seulement tout mouvement de cette brindille d'herbe, à droite, à gauche, devant, derrière. On a une brindille qui va être là pendant des dizaines d'années et plus, et il y a du vent, et elle va aller à droite, à gauche, elle n'arrête pas de bouger. Pendant tous les jours de sa vie, à cette brindille d'herbe. Tout ça, ou al pi hashgacha pratit, asher hu yitbarer, gazar omer, asher deshe pratisé, chaya yirchi chodashim yamim veshot ktsuvot. Tout ça, tous ces mouvements, ils viennent d'un décret divin, d'Akadosh Baruch Hu, qui a décidé exactement combien de temps cette herbe va rester en vie. Et en plus de ça, il a décidé exactement combien cette herbe elle va aller à droite, à gauche, et quoi, et comment, etc. Non seulement tout ça. Et la non seulement ça, mais en plus, il y aura des implications et des répercussions de tous ces mouvements sur tout ce qui se passe dans le monde. Alors là, c'est vraiment quelque chose de dingue, parce qu'on se dit 2 minutes, c'est complètement différent de ce que dit le Rambam. Ouais, le Rambam, quand il nous parle de la Ashgacha Pratit, il nous parle de l'homme, et encore, pas tous les hommes. Là maintenant, on est en train de nous dire que c'est quelque chose qui concerne non seulement les hommes, et tous les hommes, et les animaux, et qu'on soit tzadikim ou pas, et les animaux, et les végétaux, et les minéraux. Mais en plus, ça concerne tous les détails les plus anodins de tout ce qui peut exister, comme le mouvement d'une brindille d'herbe. Et si on se dit, mais 2 minutes, mais qu'est-ce qu'on s'en moque de cette brindille d'herbe si elle va d'abord aller à droite et après aller à gauche? Ouais. Et nous dit, c'est le Rambam, non, mais on ne s'en moque pas du tout. Ça a un impact, birlal, et sur toute la création, et tout est en rapport avec tout. Bon. Alors c'est vrai que quand on lit ça, on se dit, ouais, c'est fort. D'abord, comment le Baal Shem Tov, il peut comme ça tellement contredire le Rambam. Et c'est dur de dire pour ça, Elo velo divrei Elokim chaim, que les deux ont raison. Je veux dire, on a du mal avec 2 choses comme ça aussi contradictoires. Et puis en plus, comment il peut nous dire, si le Baal Shem Tov, que tout, quel impact il peut y avoir? Ouais, vous avez une île déserte et une nuit sans lune. Il n'y a personne sur l'île, il n'y a même pas un satellite au-dessus de l'île pour savoir ce qui se passe. Il y a une noix de coco qui va tomber de l'arbre, mais qu'est-ce qu'on s'en moque que la noix de coco soit tombée, je veux dire. Et la façon dont la feuille va tomber, personne n'en saura jamais rien. Ouais, en quoi c'est tellement important et ça a des implications sur tout ce qui se passe. C'est assez fou. Donc, j'ai vu, ce texte, il est connu, il y a peut-être 25 ans, comme ça, pour la première fois, je l'ai rencontré. Et puis, pendant des années, je me disais, c'est fort, c'est bizarre. Pourquoi tout a un impact sur tout? Quoi, comment, etc. Et un élève, comme ça, il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, une quinzaine d'années,
un jour, il me donne un livre, un élève francophone comme ça à Jérusalem, un élève que j'avais en première. Il me dit, Rav Shaul, vous avez vraiment aimé ce bouquin. C'est un bouquin extraordinaire. Alors, c'est un bouquin écrit par un goy. Ouais. Et rien à voir avec la religion. C'est un livre comme ça de mathématiques appliquées. Le livre s'appelle Hazar et Chaos. Et celui qui l'a écrit, c'est le mathématicien Pierre Ruel. Donc vraiment, là, les sources, c'est la ville de tout ce que je vous ai dit avant. Hein. C'est pas le Rambam, c'est pas le Sefer HaChinuch, c'est pas le Shomer Hamonim Akadmon, c'est pas le Baal Shem Tov. C'est un goy du nom de Pierre Ruel qui a écrit un bouquin de maths. Ok. Maintenant, c'est quoi ce bouquin? Alors, c'est une espèce de thèse qu'il a fait, dans laquelle il veut démontrer l'impact qu'a un électron qui est au fin fond de l'univers. Alors l'univers visible, il a un rayon de 13 milliards d'années-lumière. Alors imaginez de quoi il s'agit. Hein. Alors, non, je ne parle pas de délire, je parle de quelque chose de scientifique. Et la Torah, elle ne repousse absolument pas ça. Hein. Il y a encore des galaxies à une distance de 13 milliards d'années-lumière. Alors, ce n'est pas 13 milliards de kilomètres. 13 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la lumière, pour nous parvenir, et depuis ces endroits-là jusqu'à nous, à 300 000 km par seconde, 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière, il faut 13 milliards d'années pour que la lumière arrive jusqu'à nous. Donc on comprend la distance complètement fabuleuse qu'il y a entre la fin de l'univers et puis l'endroit où on se trouve. Ok. Ben lui alors, donc il a fait, donc c'est un grand mathématicien, et puis il a fait comme ça comment dire, je n'ai pas le mot, et il a fait le mot m'a échappé, et en hébreu et en français d'ailleurs, une simulation. Il a fait une simulation. Il a fait une simulation comme ça informatique, et il fait la chose suivante. Il prend un électron, il le met aux confins de l'univers. Ouais. Maintenant, vous savez que deux corps s'attirent, quels que soient les corps. Ouais, il suffit qu'ils aient une masse pour qu'ils s'attirent. Ça, vous avez appris ça en seconde en physique. Et j'imagine que vous étiez tous en seconde un jour dans votre vie. Et deux corps s'attirent, plus leurs masses sont grandes, plus l'attraction sera grande. Mais ça sera inversement proportionnel au carré de la distance entre les corps. Ok, je vais arrêter de vous casser la tête avec la physique, mais vous comprenez que quand j'ai deux grandes masses, elles vont énormément s'attirer. Et quand je prends mon stylo ici, il tombe, comme vous voyez. Vous pouvez faire de l'expérience. Et évidemment, parce que la Terre, elle est tellement massive, et puis bon, la distance, elle est entre le centre de la Terre, où je peux concentrer toute la masse de la Terre, et mon stylo, c'est uniquement 6400 km, c'est pas énorme. Alors, la Terre est extrêmement massive, alors bon, je vois vite les implications de cette force. Vous comprenez que plus deux corps sont éloignés, et plus les forces sont petites. Maintenant, ces deux stylos, ils s'attirent. Dans s'attirent, ça veut dire qu'il va y avoir nécessairement un mouvement. Ils s'attirent, pourtant ils ne bougent pas. Ok, parce qu'il y a d'autres forces maintenant qui vont contrer le mouvement. Ok, on a compris ça. Maintenant, je prends un électron et je le mets donc aux confins de l'univers. Il est extrêmement loin. Est-ce qu'il aura un impact sur les électrons qui sont ici? Alors bon, il arrive comme ça à la conclusion qu'il y a, oui, un impact. Après quelques heures, il y a deux molécules qui sont dans l'air. Ça peut être des molécules de toutes sortes de choses. Ça peut être de l'azote, ça peut être de l'oxygène, de l'hydrogène, ce que vous voulez. Deux molécules. Il a pris donc deux simulations, une dans laquelle il y a l'électron au fin de l'univers, l'autre dans laquelle il n'y a pas l'électron. Et voilà la différence, ce qui se passe au niveau gravitationnel, à l'endroit où on se trouve, et finalement à tout endroit. Et voit que dans une des deux simulations, celle où il y a un électron, celle où il n'y a pas, dans une des deux, il y aura un choc entre deux molécules d'air. Dans la deuxième, il n'y aura pas de choc. Parce qu'il y a un impact, tout a un rapport avec tout au niveau gravitationnel. Et il continue comme ça sa simulation, et il regarde ce qui se passe après quelques heures encore, et il voit que s'il y a eu le choc ou pas, ça va avoir des effets maintenant sur d'autres chocs entre d'autres molécules. Et finalement, il s'aperçoit qu'au bout d'une semaine, les chocs qu'il y aura eu ou qu'il n'y aura pas eu en raison de la présence ou de la non-présence de cet électron au confin de l'univers, ça aura un impact sur, si on est dans une zone de turbulence et qu'il y a un orage, sur l'endroit où sera cet orage au niveau climatique, à quelques kilomètres près, et l'orage, il sera
repoussé selon si finalement il y a eu cet électron qu'on fait dans l'univers ou pas. Ouais. Donc c'est quelque chose qui démontre complètement mathématiquement et avec une simulation comme ça et informatique. Et quand on voit ça, d'un coup, on se dit, alors là-bas, il rentre aussi lui-même dans des fabulations comme ça. Il dit, bon, imaginez, on peut me dire, bon, on s'en moque où il sera l'orage. C'est vrai, mais si maintenant je vais sortir avec ma voiture sur une route dans les Alpes et avec un endroit un peu dangereux et qu'il y a de l'eau parce qu'il y a eu un tonnerre, machin et tout, puis la voiture elle glisse dans le. Ouais, et puis que la voiture elle s'écrase avec les personnes qui sont à l'intérieur, évidemment, ben, je ne pourrais pas dire que je m'en moque si l'orage il a eu lieu ici ou plus loin, et pareil si un avion s'écrase. Ouais, l'eau, elle est nous. Et par conséquent, on voit que bon, ben, s'il y a des retombées climatiques, et ça c'est comme ça sur toute la planète, c'est-à-dire que finalement, tout ce qui existe a un rapport, ce qui démontre finalement, ne serait-ce qu'au niveau météorologique. Ouais. Ben, tout ce qui se passe, vous voyez le stylo là, maintenant il est là, ouais, ben, je le mets là. Ben, le fait que j'ai fait ça, que j'ai bougé le stylo, alors je le remets à sa place parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité, le fait que j'ai bougé le stylo, je l'ai mis de là à là, ben, il y aura des implications sur le climat. Alors ça ne veut pas dire que tout d'un coup il va neiger demain à Jérusalem alors que maintenant il fait 38 degrés. Ouais. C'est pas, pas ça l'impact qu'il va y avoir. Ouais. Mais dans une zone de turbulence, ben, en tout cas la dispersion des vents, et puis les orages, et toutes ces choses-là, ben, qu'ils aient lieu ici ou là, il y a oui un impact, il y a oui des répercussions. Et dans la mesure où le climat ben, a des répercussions sur l'homme, parce que s'il fait beau, ben, peut-être que je vais sortir, le type il sort et puis il rencontre et la rencontre de sa vie finalement, et s'il avait plu, ben, peut-être qu'il n'aurait pas rencontré. Alors on comprend évidemment tout ça c'est pratit, alors on comprend un peu mieux. Et on comprend que Akadosh Baruch Hu, finalement, ben, lorsqu'il va, alors là on a compris uniquement un tout petit point hein, par cette simulation. On parle du climat, il y a d'autres choses que le climat. Mais ne serait-ce qu'au niveau du climat, ben, tous les petits mouvements qu'il va y avoir de toutes les herbes, etc., ça aura un impact sur toute la planète. Hein. C'est la façon dont finalement la répartition des températures et des vents et des pressions, etc., sur la planète, c'est quelque chose qui dépend d'énormément de facteurs, dont bah, tous les facteurs gravitationnels, et par conséquent, bah, tout ce qui existe, hein, tout ce qui existe, tout ce qui a une masse, eh ben, attire tout le reste, et finalement, tout a un rapport sur tout, et ce que nous disait le Baal Shem Tov, en tout cas au niveau climatique, on s'est aperçu que c'était vrai. Ouais. Alors déjà, on se dit, évidemment, ok, j'ai compris. Alors finalement, bon, bah, c'est un peu bizarre si vraiment tout a un rapport sur tout. Alors comment on peut comprendre autrement que le Baal Shem Tov? Parce que le Rambam, il est d'accord qu'il y a quand même des hommes pour lesquels il y a l'âge pratit. Mais si tout a un rapport sur tout, et si finalement cette vache elle passe par là ou par là, bah, ça va avoir des implications sur l'homme, bah, ça aussi ça devrait être l'âge pratit. Comment le Rambam peut dire le contraire? On va répondre à cette question. Ouais. Mais avant ça, il y a une sira dans laquelle le Rebbe, il prouve que Rashi, il est depuis toujours, donc c'est pas uniquement chez le Baal Shem Tov, et il est de l'avis du Baal Shem Tov, qui est évidemment beaucoup plus tardif. Hein. Rashi, c'est un peu avant le Rambam, et Rashi, il avait le même avis. Mais c'est vraiment écrit en quelques mots chez Rashi, donc si on n'avait pas le Baal Shem Tov, on serait passé à côté. Et comment il nous dit ça, il nous dit ça Rashi? La Gemara dans Maseret Choulin, elle nous dit que Rabbi Yochanan, c'était un Amora d'Eretz Israël qui habitait dans les environs de Tibériade. Et puis, la Gemara dans Maseret Choulin, elle nous dit que lorsqu'il passait comme ça près du Kinneret et qu'il voyait des cormorans, alors les cormorans, c'est des oiseaux qui ont une vue extraordinaire et qui savent plonger dans l'eau. Et quand ils voient d'en haut des poissons à l'intérieur de l'eau, alors des bancs de poissons comme ça, ils plongent à l'intérieur de l'eau, ils peuvent plonger quelques mètres et ils vont ressortir avec dans le bec un poisson. Et donc Rabbi Yochanan dans Masrat Houlin nous dit, pardon, la Gemara dans Masrat Houlin nous dit que lorsque Rabbi Yochanan voyait un cormoran comme ça plonger à l'intérieur de la mer et sortir avec un poisson, il disait Ouai, Mishpatecha Tehom Rabba. Mishpatecha Tehom Rabba, donc c'est le passage d'un Teilim de David Amelech. Alors ça veut dire quoi Mishpatecha Tehom Rabba? Vous savez, les Teilim, il y a énormément de façons d'expliquer chaque chose. On peut expliquer Mishpatecha Tehom Rabba, et que tes décrets, Mishpatecha, Tehom Rabba, ils sont
aussi profond que les abîmes, par exemple. Ouais. Il y a énormément de façons d'expliquer tout. Mais là, ce que voulait dire Rabbi Yochanan, quand en voyant le cormoran plongé dans l'eau, il disait Mishpatira Tom Rabba, nous explique Rashi que ce qui veut dire c'est Wai, tes mishpatim, tes lois, tes décrets, tes Om Rabba, ils vont jusqu'au plus profond des abîmes. Parce que, comme ça nous dit Rashi, tu vas décider finalement par tes décrets quel est le poisson qui va être attrapé par le cormoran et quel est celui qui va réussir à se débiner. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un banc de poissons, le cormoran vu d'en haut, il n'a pas encore choisi son poisson, il envoie une centaine, il fonce dans l'eau, tac, et le premier qui trouve, il le prend dans son bec. Mais en réalité, Mishpatecha Teom Rabba, disait Rabbi Yochanan, tu vas décider quel est le poisson qui va être attrapé et celui qui non. Donc on voit bien que ça ne va pas de pair avec ce qu'on a compris du Rambam, pour qui il n'y a pas d'ashgacha sur les particuliers en ce qui concerne les animaux, mais uniquement sur l'espèce. Et donc ça va très très bien avec ce que nous dit le Baal Shem Tov, en tout cas en ce qui concerne les animaux. C'est-à-dire, maintenant, il faudrait quand même comprendre un peu plus. Alors, on a compris comme ça la chita du Baal Shem Tov. La chita du Baal Shem Tov, selon laquelle tout est complètement bashgra pratique, tout est complètement surveillé, etc. C'est vrai que c'est rassurant, hein, parce que le hasard, Amalek, etc., tout ça, ça fait peur, c'est sortir d'Akadosh Baruch Hu. Puis là, on comprend que non, tout est complètement géré. C'est vrai que c'est génial. Hein. Mais alors, il faudrait quand même qu'on essaye de comprendre comment ça peut aller de pair avec le Rambam. Parce que bon, on ne peut pas comme ça repousser le Rambam et pour le Baal Shem Tov. Alors bon, on n'est pas en train de mettre des notes maintenant, mais bon, on n'aime pas trop ça. Si on nous dit qu'est-ce que tu prends, le Baal Shem Tov ou le Rambam, je veux les deux, quoi. On ne va pas choisir entre les deux, entre deux montagnes comme ça, et c'est pas tellement sympathique de se mettre le Rambam sur le dos. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un livre qui s'appelle Derech Chaim du Admour HaEmtsaï. Le Admour HaEmtsaï, c'est le fils du Admour HaZaken, donc le 12e Admour de Chabad. Il écrit un livre qui s'appelle Derech Chaim. Et là-bas, comme c'est deux parties, une des deux parties, c'est Sha'ar Hatshuva. Dans Sha'ar Hatshuva, il parle d'Ashgra Pratit et il parle de la vie, ouais, si vous regardez comme ça, page Yud Gimel. Et il parle de la vie du Rambam. Et quand il parle de la vie du Rambam, il dit en réalité, la vie du Rambam et la vie du Baal Shem Tov, ils ne se contredisent pas, ils parlent les deux de deux choses complètement différentes. Et là, il rapporte un grand chidouche. Il dit il y a en réalité deux types d'Ashgra Pratit. Elle s'appelle l'Ashgra Pratit Pnimit et il y a l'Ashgra Pratit Chitzonit. Il y a l'Ashgra Pratit profonde et l'Ashgra Pratit extérieure. Et j'explique. Lorsque la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il y a des moments, Veistarti Panay, je cacherai ma face, c'est plus que ça dans le pshat, c'est que je vous laisserai comme ça a priori, et dans Parashat Bechakuta et dans Parashat Kitavo, il y a des passages dans lesquels on comprend que parmi les klalotes, parmi les malédictions, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il y a des moments où il nous laissera comme ça donner au hasard. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Alors, évidemment, ça fait peur parce que tout d'un coup, on pense à toutes les dures périodes qu'on passait le même Israël. On se dit quoi? Alors, c'est vrai, ça arrive qu'il sort de l'histoire. On a tellement fauté, quoi. Alors, on est soumis complètement au hasard. C'est horrible, quoi. Rien que de penser à ça. Et pourtant, a priori, c'est marqué dans la Torah. Le Admo MJ nous dit c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a l'ashgacha chitzonit, il y a l'ashgacha pnimit. L'ashgacha chitzonit, l'ashgacha, la providence extérieure, elle existe pour toutes les créatures. C'est-à-dire ce dont parle le Baal Shem Tov, c'est l'ashgacha chitzonit. C'est en réalité l'ashgacha qui n'est pas manifeste et qui de toute façon va exister. Mais alors, quand il fait semblant de nous laisser vous au hasard, mais en réalité, tout est complètement géré. Cette ashgacha, elle existe pour toutes les créatures, elle existe pour les hommes, qu'ils soient tzadikim ou qu'ils ne soient pas tzadikim, pour les animaux, pour les végétaux, pour les minéraux. C'est de ça dont parle le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il parle de l'ashgacha chitzonit, la surveillance d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas qui n'est pas du tout nécessairement manifeste. De ça, il parle. Le Rambam, lui, il parle d'une ashgacha pratit qu'on peut vérifier, dont on peut être témoin. Et il parle de la possibilité qu'a l'homme dans sa vie de pouvoir faire la corrélation entre tout ce qu'il fait et puis tout ce qui lui arrive finalement.
c'est de cet ashgacha, donc, parce que c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important de voir que bon, ben, j'ai fait des choses positives, et puis bon, ben, les choses elles se passent bien, et puis lorsque non, non, ouais, et ça rassure un peu, puis comme ça on se reprend, etc. Ouais. Cet ashgacha pnimit, et sur laquelle ben, on peut voir finalement l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Ça, nous dit le Rambam, eh ben, pour ça, il faut se lever tôt. Pour ça, il faut se lever tôt. Ouais, c'est de ça qu'il parle. Le Rambam ne dit pas que les choses ne sont pas sous la providence d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Il nous dit uniquement que si on veut vraiment voir Akadosh Baruch Hu dans notre vie, alors en ce qui concerne les minéraux, les végétaux, les animaux, on ne pourra pas l'avoir. Ouais. On ne pourra pas l'avoir. Alors, il y a des tzadikim, c'est peut-être différent, mais pour nous, c'est beaucoup, beaucoup trop loin de notre compréhension. Ouais. Et ça existe, c'est ce que nous dit le Baal Shem Tov, mais d'après le Rambam, ouais, ça ne nous concerne pas dans notre conscience de la vie, parce qu'on ne pourra pas voir à quel point ces choses-là, elles ont un impact sur nous. Ouais. Donc pour le Rambam, il traduit ça par il n'y a pas d'ashgra pratit, parce que lui il parle d'une ashgra pratit pnimite, et donc cette chose-là, on ne verra pas finalement la présence de Kadosh Baruch Hu dans ces choses-là. Ouais. Mais plus que ça, même en ce qui concerne l'homme finalement, ouais, qui est évidemment a fortiori soumis à la ashgra pratit, ouais, comme nous dit le Baal Shem Tov, mais le Rambam nous dit même l'homme, s'il n'était pas complètement proche de Kadosh Baruch Hu, mais de façon incroyable. Alors plus on est proche de Kadosh Baruch Hu, et plus on peut voir l'intervention de Kadosh Baruch Hu, et puis c'est fait partie un peu du Sachar, ouais, et de la récompense. Vous savez que le Rambam dans Ilchot Teshuvah a dit quelque chose de très important. Et j'ouvre une parenthèse, mais ça me fait penser à ça tout d'un coup. Il dit c'est bizarre que lorsqu'on regarde dans la Torah, quand on parle de récompenses, les récompenses qui sont dans la Torah, c'est des récompenses qui sont matérielles. Si vous faites les Torahs, alors si vous faites la Torah et les mitzvot, alors je donnerai de la pluie quand il faut, et puis les arbres donneront leurs fruits, etc. Ouais. C'est des choses qui sont gashmim, qui sont à prendre au pied de la lettre dans ce monde. Alors que le Gan Eden et toutes ces récompenses comme ça, ouais, et le Rambam, il précise bien qu'on ne voit pas ça dans la Torah. La Torah ne parle pas du Gan Eden et de toutes ces récompenses. Mais chez les Chachamim, c'est de ça qu'on parle. Alors le Rambam, dans les Teshuvah, il dit comment c'est possible? Pourquoi dans la Torah, on nous parle des choses de ce monde et puis et finalement la récompense, ouais, alors elle est où vraiment? C'est une récompense matérielle ou c'est une récompense spirituelle? Et il nous dit les choses, elles ne se contredisent pas. Elles se contredisent pas. En réalité, bon, d'abord, on ne fait pas les choses pour la récompense, ça c'est déjà quelque chose qui est important, mais parlons de la récompense parce que là il y a un point qui est important. Le type fera Torah Mitzvot, ok, ben, il aura le Gan Eden. Ouais. Mais lorsque la Torah nous dit le Gan Eden, bon, ben, il dépend évidemment de la façon dont le type il s'est raffiné, de la Torah qu'il a étudiée, des mitzvot qu'il a fait, etc. Mais c'est vrai que, bon, ben, dans un premier temps, et si j'ai la bracha dans le monde matériel, ben, j'aurai beaucoup plus de facilité et d'opportunités, évidemment, si j'ai la tête sur les épaules, ouais, parce que quelqu'un qui est riche et qui en va tout promener, aussi ça existe. Mais malgré tout, prenons quelqu'un qui est riche même, mais le pauvre, il n'a pas le temps d'étudier, etc. Bon, ben, c'est dur, ça, votre Hashem. Hein. Ben, ce que nous dit la Torah, dans Parashat Bechokotai, quand elle nous dit que etc., c'est de nous dire, eh ben, finalement, si tu fais Torah et Mitzvot, ben, tu auras beaucoup de bien dans ce monde-là. Pas que c'est la récompense ultime, mais ce bien-là, il te donnera la possibilité eh ben, d'avoir plus de temps pour pouvoir approfondir les choses, pour pouvoir étudier, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir faire des mitzvot, behidour, prier comme il faut, etc. Et comme ça, ben, tu arriveras aussi aux récompenses du Olam Haba. D'ailleurs, là aussi, et j'ouvrirai encore une petite parenthèse, et quelque chose qui est très intéressant. J'ai raconté comme ça dernièrement, mais ça vaut le coup. Vous savez que un des grands ballets à Tosafot vers la fin de l'époque des ballets à Tosafot, c'est le Maharam de Rothenburg, qui était le Rabbeinu Asher le Roche. Le Maharam de Rothenburg, il voulait venir en Eretz Israël. Il s'est enfui, il était en Allemagne. Il s'est enfui parce qu'il y avait des pogroms à son époque. Il est passé par l'Italie. En Italie, il y avait un coffre juif,
un hérétique qu'il a reconnu et qu'il a attrapé et qu'il a remis aux autorités. Il a été remis à l'Allemagne et là-bas, il a été emprisonné. Et les autorités ont demandé une rançon extrêmement grande à la communauté pour le libérer. Le Roche, Rabbeinu Hacher, et lui, il est allé de village en village, de ville en ville. Il a ramassé de l'argent, une somme incroyable, pour libérer le Maram de Rothenburg. Et donc, quand il est allé comme ça et donner cette somme, et le Maram de Rothenburg a été au courant. Il l'a convoqué, il lui dit en aucun cas, je fais un psagdine, je n'accepte en aucun cas que tu me libères pour une somme aussi élevée, parce qu'après ça va encourager les goïms d'attraper des Talmidei Chachamim, des juifs, etc., puis de demander. Enfin, c'est le contraire complet de Iskat Jibril et toutes les échanges de prisonniers qui sont faits entre Israël et le Liban, etc., avec les Arabes. Et lui, il a fait un psaque comme quoi c'était complètement interdit. Et comme ça, il est mort en prison, le Maram de Rothenburg, pendant les dernières années de sa vie. Il n'a pas voulu donc être libéré, qu'on donne cette rançon. Il a interdit ça. Et il a un élève comme ça qui allait en prison pour étudier chez lui le Tashbetz. C'est comme ça qu'on a quelques écrits du Maram de Rothenburg. Je crois 14 ans après qu'il décède, il y a un type très riche. Et quand il est mort, les autorités n'ont pas accepté qu'il soit enterré. 14 ans après qu'il décède, il y a un type très riche, qui est peut-être en France, qui avait demandé le Maram de Rothenburg lui-même, mais il n'en pouvait plus. Il est allé demander aux autorités qu'on donne son corps au Maram de Rothenburg, qu'il puisse être enterré. Il a donné tout son argent, le riche et les vraiment pauvres, pour libérer comme ça le corps du Maram de Rothenburg qui soit enterré. La nuit qui a suivi l'enterrement du Maram de Rothenburg, le Maram de Rothenburg est venu en rêve à ce riche. Il lui a dit, regarde, tu as fait quelque chose d'extraordinaire en réalité, et tu as le choix. Soit tu choisis d'être enterré à côté de moi, bientôt tu vas mourir, tu seras enterré à côté de moi, mais tu seras à côté de moi au Gan Eden. Soit tu choisis de devenir super millionnaire comme ça. Là, tu choisis. Alors bon, il a choisi d'être enterré près du Maram de Rothenburg et je crois une semaine après, il est décédé, il était enterré là-bas et donc on comprend qu'au Gan Eden, il est à côté du Maram de Rothenburg. Top, ça c'est l'histoire. Il y avait un grand mashpia dans la ville de Lubavitch et Rav Shmuel Esterman. Et quand il a entendu cette histoire, il a raconté, il a dit, on voit qu'il n'était pas un chassid Chabad, le type en question. Et parce que s'il avait été chassid Chabad, mais jamais il aurait accepté, jamais il aurait choisi d'être enterré et d'être au Gan Eden à côté du Maram de Rothenburg. Il aurait pris le million, ou les millions, il aurait pris la richesse. Avec ça, vous savez combien de mitzvot on peut faire, mais c'est un truc incroyable. Et en réalité, il aurait pu changer la planète. Ok, si tu penses à toi, c'est bien d'être. C'est une façon de réfléchir un peu plus profonde et assez inverse parce qu'on se dit, non, lui, il a préféré la rouchaniout, la spiritualité à l'argent. Ouais. On peut voir ça complètement différemment. Non, finalement, ce qu'il a voulu, c'était son intérêt, parce que nous, on s'en moque complètement qu'il soit à côté du Maram de Rothenburg, au Gan Eden. Par contre, avec cet argent, s'il avait fait toutes sortes de choses, c'est parce qu'il manque qu'on peut faire avec de l'argent. Ouais, et des yeshivot, des choses, des pauvres à aider, etc. Ouais, ça aurait fait avancer la Géoula. Okay. Et quelque part, c'est une pensée comme ça en deux temps qui rappelle un peu ce que nous dit ici. Et le Rambam, quand il nous parle de la récompense comme ça dans ce monde-là, et puis la récompense la Harmiken dans le Olam Haba. Pour revenir, j'ai fait une digression comme ça et je me rappelle plus s'il y a quelqu'un comme ça qui peut me rappeler de quoi j'étais parti dans le Rambam, parce que j'ai raconté tout ça pour vous dire un point bien précis, et puis maintenant, ça m'a échappé sur la chita du Rambam. Ouais. Et je pense me rappeler. On pourrait se dire, ok, ce qui est important, c'est la chita du Baal Shem Tov. Ouais. Non, mais c'est quand même important qu'on comprenne. Ouais. Et que voir Akadosh Baruch Hu dans notre vie, le Rambam aussi parle de quelque chose qui est très important. Parce que le fait de pouvoir voir, c'est de ça dont je parlais, par rapport à ce que dit le Rambam quant à la récompense.
Et la hashgacha qu'il n'y a ou qu'il n'y a pas sur les hommes, et selon s'ils sont très proches de Kadosh Baruch Hu ou pas, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le Rambam, il parle d'un sujet complètement différent de celui du Baal Shem Tov. Ouais. Il est en train de parler de, donc comme on a dit, ce qu'on a appelé la hashgacha qui est pnimite. Cette hashgacha pnimite, ouais, elle n'a pas lieu. Cette hashgacha pnimite, elle n'a lieu, c'est-à-dire cette hashgacha qui peut être manifeste, mais uniquement enfin, le côté manifeste de l'Ashgacha, ouais, ben ça sera uniquement pour des gens qui sont très très proches de Kadosh Baruch Hu. Et c'est sûr que ça a son importance, parce que le fait de voir Kadosh Baruch Hu dans ma vie qui intervient, et ben, c'est quelque chose qui m'encourage, qui me donne des forces incroyables et puis qui nous fait avancer. Ouais. Donc le sujet du Rambam, c'est vous voulez pouvoir voir l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, et puis comme ça c'est encourageant et c'est extraordinaire, et puis on peut vraiment avancer. Dans ce cas-là, il faut être bedvekut, il faut être vraiment très très lié à Kadosh Baruch Hu. Sinon, c'est impossible de le voir. Ouais, c'est ce que nous dit le Rambam. Le Baal Shem Tov, mais le Rambam n'a pas du tout parlé de l'intervention de Kadosh Baruch Hu qui est secrète finalement, qui intervient dans tout, mais dans la mesure où on ne peut pas en être conscient. Ouais. Alors on le sait maintenant, parce que le Baal Shem Tov nous l'a dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux en décortiquant ce qui se passe autour de nous. Ouais. Et donc, ça n'intéresse pas le Rambam. Le Baal Shem Tov, lui, il faut comprendre, plus on avance dans la galoute, et plus la galoute est difficile, et plus on est faible, et plus on a besoin d'encouragement. Et on avait besoin de ce secret qui est dévoilé par le Baal Shem Tov, que malgré tout ce qu'il peut y avoir écrit dans la Torah, avec des passages qui peuvent nous faire croire que des fois, Khalila, il nous laisse complètement voués au hasard. Avec tout ce qu'on peut voir dans le Rambam qui ne nous rassure pas aussi quand il nous dit qu'il n'y a pas d'ashgra pratit sur même les personnes tant qu'elles ne sont pas très, très proches de Kadosh Baruch Hu, ben, c'était très 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 important qu'intervienne le Baal Shem Tov et qui nous rassure, qui nous dise non, attends, le Rambam, ok, il parle de quelque chose de bien bien spécial, ouais, mais rassure-toi, même si tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu dans toute ta vie, il n'y a rien qui est au hasard, le type, ouais, et il vient de faire une mitzvah et il glisse sur un pot de banane et il se casse la jambe. Il se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de Kadosh Baruch Hu. Ouais. Qui se rassure à Kadosh Baruch Hu, il mélange bien les cartes comme ça pour qu'on ait encore le libre arbitre, parce que sinon ce serait trop facile. Ouais. Et pour ceux qui sont très très proches de Kadosh Baruch Hu, ben, c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile, c'est vrai. Ouais. Quelque part, parce qu'ils voient un peu plus à Kadosh Baruch Hu. Mais d'abord, bon, ben, ils ont tramé pour arriver à ça. Puis eux, ils ont d'autres. Ils ont d'autres missionnautes maintenant. Ouais. Et voilà, c'est en gros ce que je voulais dire sur la Shgra Pratit. Et j'espère que je ne vous ai pas endormi. Et c'est vrai que quand tous les micros sont fermés, on ne sait pas du tout où on en est. Et ouais, s'il y a des questions, Mamash, c'est avec plaisir. Il y a quelqu'un? Et Yona, et je ne sais pas qui c'est qui gère comme ça les différents micros, mais il y a peut-être des personnes qui veulent poser des questions. Non, merci, c'était très clair. Merci beaucoup, Rav. Je me permets de parler, hein, comme personne n'a pris la parole. Ouais, je crois qu'ils sont tous endormis. En tout cas, c'est gentil à vous d'être restés réveillés. Et... Non, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas peut-être activer les micros aussi. Hein, c'est possible. Merci. Ok, bah, Toda à vous. Et puis, Bezat Hashem, qu'on ait la Géoula très très prochainement. Et comme ça, Shalom David Ochana. Oh. Shalom, shalom. Ok, les à tous. Shalom, shalom.